www.libradio.org. La station debout. Alors nous sommes le 15 janvier 2021 en compagnie de Leïla Chaibi. Bonjour à toi. Bonjour. Et merci de nous consacrer quelques minutes parce que j'imagine que ton agenda est assez plein. Voilà, alors en quelques mots, tu es députée européenne de la France Insoumise, vice-présidente de la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales du Parlement européen, ancienne secrétaire générale du Parti de gauche, chargée de l'abolition du précariat, donc c'est vraiment un sujet qui t'est cher, et cofondatrice des collectifs Jeudi Noir et Génération Précaire. Est-ce que ce que j'ai dit est juste ou veux-tu l'amender ? Oui, non, ce que tu as dit est juste, oui. Ça te convient. Résumé. Donc ça veut dire que tu as, j'imagine, un agenda extrêmement chargé. Eh ben oui, mais bon, en fait, c'est vrai que moi, là, c'est mon premier mandat, c'est la première fois que je suis élue. J'ai été élue aux dernières élections européennes. Et en fait, jusqu'alors, ça fait des années que je milite et j'avais toujours milité en ayant mon boulot à côté, en travaillant à temps plein à côté. Ouais. Sauf pendant des périodes de chômage où je militais à temps plein, mais du coup, là, c'est sûr que l'agenda il est chargé, mais en même temps, j'ai la chance de pouvoir faire ça à temps plein, en fait, quoi. Donc voilà, on va pas se plaindre. Hein. Ouais. Alors, on ne parlera pas du Parlement européen cette fois-ci parce qu'on n'en a pas le temps. On reviendra peut-être dessus lors d'une prochaine fois parce que c'est vrai qu'on aurait plein de questions concernant également la présence des lobbyistes. On sait qu'il y a plus de 11 000 organisations qui sont présentes. Enfin, il y a plein de sujets qui nous intéresseraient là-dessus, mais on ne les touchera pas aujourd'hui. Voudrais-tu peut-être dire juste que les mandats sont de 5 ans, donc quand on est élu, on l'est pour 5 ans. Voudrais-tu nous dire peut-être ta trajectoire, celle qui t'a mené à cette position, à ces engagements, notamment ces engagements spécifiques concernant le précariat, qui ne sont ni anodins ni sans conséquences? Alors, au départ, moi, je suis arrivée sur Paris, alors ça remonte maintenant, à la fin de mes études en 2005 pour un stage. Et en fait, j'avais une copine qui proposait de m'héberger. Et là, donc, j'ai été confrontée à la fois à la difficulté à trouver un emploi, un vrai, à ce qu'on appelle le bizutage social. Hein. L'impression que même quand on a un diplôme, on se retrouve face à des entreprises qui ont trouvé une technique pour pas payer des gens super qualifiés, qui sont les stages, sous prétexte qu'elles les prenaient en stage. Et une fois qu'on a un emploi, même parcours du combattant pour trouver un logement. Donc, dans ce cadre-là, j'ai donc participé à la création du collectif pour les droits des stagiaires Génération Précaire. Et puis, 1 an plus tard, le collectif Jeudi Noir, où on dénonçait le fait que même quand on avait un boulot, c'était impossible de se loger sur des villes comme Paris. Et pour dénoncer ça, pour alerter les politiques, d'abord, on a organisé des fêtes gratuites, des crémaillères dans les appartements à louer. Et puis ensuite, on a réquisitionné nous-mêmes des immeubles vides dans plein centre de Paris pour y loger des gens. Moi, j'ai habité pendant 1 an et demi dans un squat, quoi. Donc on préfère le terme réquisition. Et en même temps, pour alerter les pouvoirs publics et leur demander à ce qu'ils rachètent ce bâtiment, les bâtiments vides, pour rajouter du logement dans l'offre de logement et qu'il y ait moins de bureaux ou d'espaces vides sur lesquels on spéculait. Donc en fait, j'ai d'abord commencé, à être engagée sur la précarité, sur ces thématiques-là, donc accès à l'emploi, précarité de l'emploi et puis accès au logement. D'abord donc en dehors de cadre politique et puis ensuite petit à petit je me suis aperçue que si on voulait que les choses elles changent, on pouvait ouvrir tous les squats qu'on voulait et puis loger des gens, faire toutes les actions qu'on voulait localement et qui marchaient, hein. Mais si on voulait que ça se passe à une échelle de masse, il fallait changer la loi et il fallait agir sur le terrain politique et proposer vraiment une alternative à la politique institutionnelle, à un système libéral, capitaliste, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas faire en sorte, par exemple pour prendre la question du logement, que on ait un gouvernement qui privilégie vraiment le droit au logement sur le droit de propriété, ou plutôt sur le droit de ne rien faire de sa propriété, que ça passait par agir sur le terrain politique. Donc je me suis d'abord engagée au nouveau parti anticapitaliste en 2009, et puis que j'ai quitté un peu après pour rejoindre donc le parti de gauche. En parallèle, j'avais toujours une activité associative. J'ai monté aussi le collectif L'Appel et la Pioche à l'époque, où on organisait des pique-niques de redistribution dans les supermarchés. À chaque fois, en fait, voilà, donc disons que j'avais mon boulot donc à temps plein, et puis de bénévolement à côté, donc un engagement politique et puis un engagement associatif. J'ai participé aussi à la création de Nuit debout, donc plus récemment, il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans, ouais.
ça passe. Et donc où voilà, on a décidé d'occuper des places à Paris, puis dans différentes villes pour dans le cadre des mobilisations contre la loi travail à l'époque, c'était Hollande qui était président. Enfin voilà, et donc en fait j'avais déjà été candidate à des élections. Bon, un peu sur des trucs non éligibles, hein, on va dire, dans des terres de mission, mais plus l'idée c'était d'utiliser les campagnes électorales comme une tribune. Et puis donc dans le cadre des élections européennes, le comité électoral, donc j'ai présenté ma candidature et puis le comité électoral a décidé de me placer en deuxième femme, donc troisième sur la liste. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée élue au Parlement européen. D'accord. Là où tu es actuellement. Voilà, là où je suis actuellement, ouais. Alors, est-ce à dire que pour toi, il y a vraiment un lien intime entre lutte associative, lutte de terrain, et puis lutte à l'intérieur des institutions, où j'imagine que les modalités de ces luttes-là sont extrêmement différentes. Ouais, alors pour moi ça va de pair, hein, c'est complémentaire. Il y a pas la lutte politique dans l'institution en tant qu'élu qui est supérieure à ce que je faisais avant en tant que plus activiste, militante de terrain. Pour moi, justement, si on veut changer les choses, eh ben, il faut essayer d'utiliser un maximum de leviers, et tous ces leviers, ils sont complémentaires. Et en fait, c'est important, la bataille sur le terrain concret, sur des thématiques, c'est complémentaire avec l'action au niveau des institutions. Et moi, là, je le vois, en fait, au Parlement européen, je suis beaucoup sur la question de la lutte contre l'impunité des plateformes numériques. Uber, Deliveroo, Amazon. Et en fait, la lutte, là, juste avant là qu'on échange, là, juste avant, j'étais en train de discuter avec des VTC, des chauffeurs VTC. Et en fait, moi, ce que je leur disais, c'est que quand ils se mobilisent, quand ils organisent un rassemblement devant le ministère de l'économie, et ben moi, ça m'aide dans mon travail parlementaire. Parce qu'ensuite, quand on ressent clairement, et ça, je le ressens encore plus depuis que je suis élue, que le politique, les institutions, elles vont pas bouger toutes seules. On peut pas compter juste se dire tiens j'ai élu un tel et puis tout il va se bouger tout seul. Non, elles agissent sous la pression du terrain. Et moi quand j'ai des mobilisations, quand il y a des mobilisations de chauffeurs Uber, de coursiers Deliveroo, et ben ensuite quand je vais voir le commissaire à l'emploi, aux affaires sociales au Parlement européen, et ben ça m'aide de lui dire ah non c'est pas juste Leïla qui parle là, mais c'est qu'il y a des mobilisations qui ont eu lieu à Paris, à Bordeaux. Et puis dans telle et telle ville d'Europe. Donc clairement, ces deux leviers sont complémentaires. Et inversement, je crois que la lutte politique est utile aussi aux mobilisations de terrain, parce que ça permet de donner des débouchés, de dire bah tiens, on a l'action concrète sur le terrain, mais en fait ça va déboucher sur un changement de la loi. Donc pour moi, c'est vraiment voilà un engagement, les deux phases d'un engagement qui sont complémentaires l'une et l'autre. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et toutes ces informations. Là, on va, si tu es d'accord, passer assez rapidement à Amazon. Alors, en quelques mots, Amazon, créé par Jeff Bezos, personnage bien connu, en juillet 94, une entreprise de commerce en ligne américaine qui est basée à Seattle, un des géants du web, regroupé sous l'acronyme GAFAM, aux côtés de Google, Apple, Facebook, Microsoft. Donc, c'est de la vente à distance, au départ de livres, également maintenant de produits culturels et marchands, et même de produits alimentaires et pharmaceutiques. Alors, la filiale française, elle a ouvert en 2000. En 2016, Amazon devient le premier distributeur non alimentaire en France en termes de chiffre d'affaires. En 2020, donc tout soudain, la société emploie 1 million de personnes dans le monde, donc c'est vraiment un truc incroyable, et a établi, outre le site original américain ouvert en 95, des sites spécifiques partout, dans de nombreux pays, là où d'ailleurs tu t'es rendu, tu vas nous dire tout ça. Alors, ce qui est dénoncé notamment, c'est les pratiques de dumping, de concurrence déloyale, de fraude fiscale, d'antisyndicalisme revendiqué et de conditions de travail déplorables. On rappelle quand même le slogan de l'entreprise qui est assez marrant: Work hard, have fun, make history. Travaillez dur, amusez-vous et écrivez l'histoire. Rien que ça. Alors, Leïla, tu t'es rendue il y a peu dans un entrepôt d'Amazon à Paris, l'entrepôt Potemkin. Alors, explique-nous qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se cache sous cette appellation entrepôt Potemkin. Alors, c'était pas à Paris, c'était à Beauvais, à côté d'Amiens. Donc à 1 heure de Paris. Mais donc déjà, donc j'avais interpellé avec d'autres collègues eurodéputés la direction d'Amazon Europe. Et puis il m'avait répondu à propos des conditions de travail. Bon. Et puis il m'avait répondu non mais si vous voulez, vous pouvez visiter un entrepôt, venez voir par vous-même, vous verrez comment les salariés sont bien traités et puis comment c'est génial de travailler à Amazon. Donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit je me doutais bien que comme c'était organisé par le service des relations publiques d'Amazon, qu'évidemment ils allaient montrer bien ce qu'ils voulaient.
Mais donc, j'apprends que donc je pensais être aller à l'entrepôt de Bretigny, par exemple, qui est juste à côté de Paris. Oui. Et non, ils me disent venez à l'entrepôt de Beauvre. L'entrepôt de Beauvre, c'est là où il y a déjà la particularité, c'est que c'est pour les gros colis. Donc c'est des gros volumes, et donc il y a moins de, les gens sont moins les uns sur les autres, les travailleurs. Et les syndicalistes me disent attention là, Leïla, tu vas visiter ce que tu vas visiter, et ça a été confirmé par ma visite. C'est l'entrepôt Potemkin. Alors pourquoi Potemkin? C'est vrai que quand on dit que Potemkin, on va penser aux marins en 1917, aux grands cuirassés de la Révolution russe. Mais en fait, non, le Potemkin, c'est parce que c'est en référence à un autre Potemkin, un village Potemkin, qui, à la fin du 19e siècle, en fait, c'était un village qui était très 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 détruit, pauvre, et puis dont on avait mis un faux village en carton-pâte autour pour amadouer les gouvernants qui venaient visiter ce village. Donc en fait, c'était un peu l'entrepôt, et c'est vrai que quand j'y suis allée, quand je suis arrivée, justement, quand tu disais work hard and have fun, make history, c'est écrit, c'est la slogan d'Amazon. Il faut s'imaginer que c'est écrit dans tous les entrepôts. On a l'impression d'arriver dans un espèce de Disneyland Amazon. En plus, donc c'était juste avant Noël, donc on arrive, on m'a fait rentrer dans un espèce de container avec Maria Carey, All I Want for Christmas à fond, tout que des images qui vous donnent à voir le monde merveilleux d'Amazon et du travail chez Amazon, avec ces slogans à l'américaine écrits partout, avec les personnes que vous rencontrez qui vous expliquent que c'est super, que de travailler chez Amazon, que elles auront participé avec enthousiasme à la soirée pull moche par exemple de la veille, enfin pendant la pause. Moi j'avais l'impression d'être dans une espèce de secte en fait quoi, un petit peu. Et en fait là où c'est pervers, c'est que en fait il y a une logique où on veut que le salarié se donne à fond, mais il y a une espèce de propagande. Et oui, vraiment, encore une fois, pour vous donner un exemple, en fait, je tombe sur une affiche en visitant l'entrepôt où on voit que c'est une affiche interne, c'est de la communication interne, que les travailleurs d'Amazon, donc sur les chaînes d'expédition des colis, ont la possibilité de postuler pour être des ambassadeurs. Mmh. Donc ambassadeur, c'est quoi? C'est que pendant un mois, t'as 4 semaines de travail. Et ben si t'es ambassadeur, t'auras une à deux semaines sur tes 4 semaines de travail où tu vas être chargé de faire la promotion d'Amazon sur les réseaux sociaux, de raconter comment ça se passe le quotidien d'Amazon derrière un ordinateur qu'on te met à disposition. Donc un travail qui est beaucoup moins fatigant que de travailler à la chaîne. Donc tu peux imaginer que quand tu es sur ce poste-là, tu vas donner à voir une belle image d'Amazon parce que tu veux y rester. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec tous ces comptes de propagande qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui expliquent comment c'est génial de travailler chez Amazon. À côté de ça, il se trouve que quand je suis allée visiter l'entrepôt de Beauvre, heureusement, j'ai eu rendez-vous avec les syndicalistes juste avant, qui eux m'ont donné à mon départ un autre tableau, clairement. Il faut savoir que quand vous bossez chez Amazon, vous êtes fliqué, mais jusque dans les toilettes, hein, où vous devez aller avec votre scanner qui minute, tout est minuté et tous les gestes sont robotisés. C'est des conditions de travail très très pénibles. Vous parcourez des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller récupérer les colis au sein de l'entrepôt. Les temps de répit, alors certes, même pendant les temps de pause, donc on vous dit, on fait des animations, mais du coup ça veut dire que vous n'avez même pas de temps de répit. Bref, ça a été démontré, ne serait-ce que pour parler des conditions de travail, quoi. Mais ce n'est pas, comme tu l'as décrit en introduction, les conditions de travail, c'est qu'un élément parmi d'autres qui fait qu'il faut dénoncer le scandale Amazon. Mmh. Quels sont-ils ces autres éléments? Tu veux nous en dire quelques mots? Mais d'abord, je crois que ce qui est intéressant dans la mobilisation contre Amazon ces derniers mois, on a vu à quel point elle rassemblait une coalition d'acteurs très 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 large et qui se parlaient pas d'habitude. On est contre Amazon quand on est parent d'élèves et que on vient d'acheter une maison dans un petit village pour que ses enfants aillent à l'école et qu'on a appris que il y avait un entrepôt qui allait s'installer juste à côté et donc il allait y avoir un camion toutes les 5 minutes qui allait défiler devant la maison que vous venez d'acheter. On est contre Amazon quand on est sensible à l'écologie, justement, parce qu'il y a ces camions qui circulent, parce que le principe d'Amazon, c'est de livrer en un temps record n'importe quel produit dont vous avez envie. Et tout ça, ça a un coût écologique, parce qu'il faut énormément donc faire marcher du fret par avion, il faut faire venir des objets de l'autre bout de la planète, donc ça a un bilan carbone qui est énorme. On est contre Amazon aussi quand on est pour la démocratie. Parce que, vous savez,
Moi, j'ai envoyé une lettre à Jeff Bezos il y a quelques semaines, qui a été co-signée par 37 autres eurodéputés, tout simplement parce que on a appris qu'Amazon voulait recruter des espions en Europe. Et ça a été confirmé ensuite, ça m'a été confirmé par une journaliste de Vice quelques semaines plus tard, qui a eu accès donc aux notes qui étaient rédigées par ces espions. Ces espions étaient chargés d'espionner les travailleurs, mais aussi les political leaders, les responsables politiques. Et donc Amazon, comme ça, piétine les droits, a cru que ben oui, on pouvait espionner des gens, on pouvait espionner même des élus, on pouvait espionner des mouvements sociaux, et puis que les travailleurs n'en avaient pas. C'est un gros mot, l'organisation des travailleurs. Le mot syndicat est un gros mot chez Amazon. Hein. Donc pour toutes ces raisons-là, on est contre Amazon quand on est pour l'économie aussi, parce que contrairement à ce qu'on raconte, vous savez, le seul argument d'Amazon, c'est ça crée des emplois. Mais c'est faux. Amazon détruit beaucoup plus d'emplois qu'il n'en crée, et notamment dans le petit commerce, où c'est des centres-villes qui vont être désertés, les petits commerces qui vont mettre la clé sous la porte, parce qu'il y a la concurrence de la pieuvre Amazon, qui en plus ne paye pas d'impôts. Vous savez, en ce moment, on se rend compte à quel point il y a besoin de services publics, notamment d'hôpitaux. Et Amazon fait partie de ces gens qui mettent même pas la main à la poche pour financer les hôpitaux, parce que il y a tout un principe, un système d'évasion fiscale qu'ils ont organisé. Ouais. Alors, si tu es d'accord, Leïla, j'ai encore 2 questions avant qu'on en reste là pour cette fois-ci, en tout cas. Alors, effectivement, le e-commerce, comme tu l'as dit, ça détruit des emplois plus qu'on ne le pense, plutôt que d'en créer, ce qui est malheureusement leur propagande. Alors, le e-commerce, ça le vend en poupe, à l'aune, bien entendu, en plus de la crise sanitaire. Peut-on dire qu'Amazon fait-il des bénéfices sur cette crise-là, que Jeff Bezos continue de s'enrichir encore et encore, et face à cette puissance-là, le deuxième volet de la question, peut-on encore avoir une emprise, et à quel niveau? Est-ce qu'effectivement, comme tu l'as dit, les syndicats sont malvenus, les employés sont écrasés sous une telle pression et un tel espionnage qu'on anticipe même leurs éventuelles luttes, ou alors politique, ou fiscale même? Voilà, quelles sont les modalités de lutte qui pourraient nous faire infléchir ces énormes trucs? Mais d'abord, pour répondre à ta première question, oui, alors Amazon fait partie des profiteurs de la crise. C'est-à-dire que dans cette crise, on a vu que la plupart des gens ont payé les conséquences. Hein. Les conséquences économiques et sociales, elles sont désastreuses pour la majorité des gens qui ont perdu leur emploi ou que leur contrat n'a pas été renouvelé. Et puis, il y a des entreprises, à l'inverse, Amazon en fait partie, qui ont profité de la crise. Parce que les commerces ont été fermés en France, par exemple, et dans un certain nombre de pays. Ça a déroulé, on a déroulé un tapis rouge à Amazon au e-commerce en disant aux gens, vous devez rester chez vous, mais vous pouvez commander sur Amazon. Et donc Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche du monde, mais l'action d'Amazon a largement augmenté, et donc les profits d'Amazon ont été exponentiels et ont atteint des plafonds pendant cette période de pandémie. En fait, ça a été Noël. D'habitude, il y a une période durant laquelle c'est la fête pour Amazon, c'est les moments de Noël. Et ben là, en fait, ça a été Noël tous les jours depuis le début du Covid. Et en fait, d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas inéluctable, en fait. Il y a donc cette entreprise qui pense que elle peut comme ça se développer comme une pieuvre et puis manger tout ce qu'il y a autour. Mais d'abord, il y aurait une première chose à faire en urgence. Ce serait de la faire payer, de contribuer, de faire un peu de solidarité. Il y a plein de commerces qui sont complètement exsangues, de petites entreprises qui sont exsangues. Et ben, on fait payer une taxe sur Amazon sur ces profits-là, dans l'urgence, pour notamment permettre de contribuer à un fonds de solidarité pour, à l'inverse, les entreprises qui ont pâti de la crise. Pendant la Première Guerre mondiale, en France, il y avait une taxe sur les profiteurs de guerre, que les entreprises qui avaient fait des bénéfices exceptionnels pendant la Première Guerre mondiale devaient payer à proportion des bénéfices, du surplus de bénéfices qu'elles avaient fait. On pourrait tout à fait mettre en place une taxe de ce type, qui ne serait pas une taxe sur les profiteurs de guerre, mais une taxe sur les profiteurs de crise. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, en fait? Je crois qu'il faut... le politique peut agir d'abord en stoppant, en faisant un moratoire, et c'est réclamé par un certain nombre d'associations d'ailleurs, sur tous les projets d'entrepôt. Parce que Amazon a prévu de développer, de continuer à étendre ses tentacules dans un certain nombre d'endroits, souvent en arrivant dans des endroits qui sont des déserts industriels, où il y a des entreprises qui ont fermé, comme ça elles peuvent faire un chantage à l'emploi. Stoppons les nouveaux projets d'entrepôt Amazon.
Ensuite, on peut imposer à Amazon de payer de la TVA, qui pour l'instant ne paye pas, et qui leur permet de vendre des produits beaucoup moins chers que le vendrait n'importe quelle entreprise dans nos pays qui payerait la TVA, et de payer ses impôts. Après, il y a une autre solution qui est le boycott, hein. Mais alors moi, je suis un peu mitigée sur le boycott. Donc évidemment, si vous avez la possibilité de ne pas consommer chez Amazon, évidemment qu'il faut éviter. Évidemment. Après, moi, je pense que on peut pas se contenter de culpabiliser les gens. Et moi, je comprends que pour les personnes qui ont des petits revenus, quand ils regardent un produit sur Amazon qui va coûter 20% de moins, tout simplement parce qu'Amazon ne paye pas de TVA par rapport à un produit dans un autre magasin, je comprends que dans ces cas-là, l'arbitrage se fasse dans le sens du produit qui va le moins cher. Donc, c'est pour ça qu'il faut des solutions politiques aussi, plus que de culpabiliser les individus. Mais encore une fois, évidemment, si vous avez la possibilité et le choix, il faut toujours ne pas commander sur Amazon. Moi, je commande pas sur Amazon, par exemple, et c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc, il y a des mesures. On peut pas laisser faire les choses comme ça en disant c'est inéluctable le développement du e-commerce, le développement d'Amazon. Et puis se laisser coloniser par des entreprises qui n'ont que faire de la démocratie et des règles établies dans nos pays. Ouais, donc toute une batterie tout de même à tous les niveaux, par ailleurs. Oui, voilà. Et toi, à tous les niveaux, participer aux mobilisations aussi. Certainement, si vous avez un projet d'entrepôt Amazon près de chez vous, il y a des associations comme Attaque, les Amis de la Terre. En Suisse, il y en a certainement tout un tas d'autres que je ne connais pas, mais en tout cas, vu les projets de développement d'Amazon, il y aura probablement un projet d'entrepôt près de chez vous, et donc vous pouvez participer aux mobilisations localement aussi, à tous les niveaux on peut agir. Et depuis les instances européennes, alors justement, en quoi est-ce que là vous pouvez avoir une action concrète ? Alors on peut avoir une action concrète à différents niveaux. D'abord, en ce qui concerne la TVA, donc il y a une action en cours où on demande à ce que Amazon, comme ça a été le cas d'ailleurs dans d'autres pays, en Turquie par exemple, qu'Amazon mette en place une législation pour que Amazon paye la TVA. Ensuite, une autre demande aussi, ce serait parce que vous savez, en Europe, il y a des taux d'imposition différents. Et c'est ce qui fait qu'il y a un dumping fiscal. En gros, Amazon se dit, tiens, plutôt que de déclarer, de facturer, par exemple en France, je vais aller facturer même pour les produits achetés en France, pour les produits vendus en France, expédiés en France, je vais facturer au Luxembourg parce que le taux d'imposition est beaucoup plus bas. Et en fait, s'il y avait un reporting pays par pays de l'activité, si on forçait à déclarer les impôts sur le chiffre d'affaires réalisé dans les pays et non pas sur les bénéfices, ça permettrait de stopper cette impunité fiscale. Et dernière chose sur l'Union européenne, et c'est quand même quelque chose d'assez dingue, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire l'Union européenne qui fonctionne sur des dogmes très libéraux finalement convient à Amazon, même pas. C'est-à-dire que les règles de la concurrence, Amazon y contrevient. Et il y a une enquête en cours actuellement de la part de la commissaire à la concurrence, Margaret Vestager, parce que même les règles de la concurrence, donc ils devraient aller comme un gant à Amazon, Amazon est censé faire l'intermédiaire entre un commerçant et le client via la marketplace, la place de marché. Mais en fait, Amazon, en même temps, quand je dis par exemple un vendeur de stylo rouge qu'il a le droit d'aller sur ma marketplace, je suis Amazon, je vais savoir que les stylos rouges se vendent plus que les stylos verts, et surtout ce stylo rouge-là en question. Et donc, à terme, je vais avoir le moyen de remplacer ce vendeur de stylo rouge, le concurrencer sur son propre terrain, mais de façon déloyale, parce que j'ai des informations auxquelles d'autres n'ont pas accès. Et donc, là-dessus, c'est un autre levier pour stopper la prédation d'Amazon, c'est d'attaquer sous l'angle de la concurrence déloyale qui est mise en place. Très bien. Donc, même depuis le niveau européen, effectivement, il y a toute une série de choses à faire. Oui. Écoute, on en arrive à la dernière question, en tout cas pour aujourd'hui. Tu vas peut-être me démentir, mais j'ai l'impression que Amazon, en tout cas pour nous, Amazon, c'est un monde dystopique. Mais tout de même assez méconnu. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de chape de silence, ou en tout cas, une sorte de discrétion, et que peut-être soit ils ont un service de com extrêmement intéressant, extrêmement puissant, qui verrouille tout à ce point-là, mais comment se fait-il qu'au temps des réseaux sociaux, des appareils portables miniatures, comment est-ce qu'il n'y a pas peut-être plus de fuites et que l'on n'entend pas plus parler de ces méthodes terribles? Comme tu disais, ils sont très très forts. Enfin, toute la communication, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que quand tu travailles chez Amazon, tu dois signer un contrat,
un règlement qui te dit que tu n'as pas le droit de parler d'Amazon en dehors de ton lieu professionnel, de l'entrepôt. Ce qui est totalement illégal d'ailleurs au regard du droit français, mais encore quelque chose qui est importé des États-Unis. Et donc en fait, il y a toute une stratégie de communication qui est mise en place. Quand on critique Amazon en disant que du point de vue des émissions carbone, et ben Amazon annonce qu'ils vont investir dans des cartons recyclables. Mais je crois qu'il y a quand même des fissures dans tout ce système-là qui est organisé depuis des années par Jeff Bezos pour faire en sorte de se protéger des critiques. Et moi, je crois au contraire que là, ces derniers temps, on a vu à quel point il y avait un front large, une coalition très large d'acteurs très, très, très différents qui se mobilisent contre Amazon et qui expriment un ras-le-bol d'Amazon. Donc, on peut pas verrouiller à ce point. Je pense qu'au contraire, justement, là, le verrouillage qui serait la volonté d'Amazon, il est en train de se fissurer et de se déverrouiller. Très bien. Eh ben, on salue ça, puis on espère y contribuer un tout petit peu, en tout cas. Merci beaucoup, Leïla Chaibi, d'avoir pris tout ce temps. Écoute, il y a encore un site internet, ton site internet, tu es également présente sur les réseaux sociaux, donc les gens peuvent aller un petit peu fouiller et voir tout ce que tu fais, parce que comme on l'a dit au début, c'est pas ton seul cheval de bataille. Il y en a de nombreux, desquels j'espère que l'on reparlera. Voudrais-tu peut-être juste dire comment est-ce qu'on peut accéder à ton site internet et éventuellement aux réseaux sociaux? Alors, mon site internet, donc, c'est leilachaibi.fr, leilachaibi.fr. Et puis, vous pouvez trouver toute mon actualité, que ce soit l'actualité, donc, du Parlement européen ou les mobilisations en dehors sur Amazon, mais aussi sur Uber, Deliveroo, contre l'ubérisation, sur ma page Facebook, mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook à mon nom, et puis mon compte Twitter aussi, où j'informe régulièrement de l'ensemble de mes activités. Voilà. Merci beaucoup, Leïla Chaibi. Merci.